Bienvenue sur Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, le podcast qui donne la parole aux femmes qui vivent leur maternité à l'étranger. Vous connaissez bien ma voix, celle qui accueille, qui écoute et qui pose les questions, mais vous connaissez sans doute un peu moins mon histoire. Avant de recueillir les histoires des autres, il y avait la mienne. Alors pour clore cette première saison, j'ai souhaité me prêter au même exercice que toutes mes invitées et vous raconter mon parcours. Et pour m'interviewer, j'ai confié le micro à Emeline, que vous avez découverte dans l'épisode numéro 3. Vous allez entendre le récit de mon expatriation au Japon, de ma grossesse, de la naissance de mon fils et de tout ce que cette aventure a bouleversé. Je vous souhaite une très bonne écoute. Aujourd'hui, on inverse un peu les rôles. Depuis le début de cette première saison de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, Julie interviewe des mamans qui vivent la parentalité à l'étranger. Elle leur donne un espace pour raconter leur histoire, leurs défis, leurs joies, leurs doutes et tout ce que cela implique de construire une vie de famille loin de son pays d'origine. Mais derrière ce podcast, il y a aussi une femme, une maman, une expatriée, une amie, avec son propre parcours, ses propres questionnements, et bientôt une grande nouvelle étape, un déménagement dans un autre pays. Alors avant qu'elle n'ouvre ce nouveau chapitre de sa vie, et avant que cette première saison de son podcast ne s'achève, nous avons eu une envie commune, lui tendre le micro à son tour. Aujourd'hui, c'est donc son histoire à elle que nous allons découvrir. Nous allons revenir sur sa maternité à l'étranger, sur ce qui l'a poussée à créer ce podcast, mais aussi sur ce qu'elle ressent à l'idée d'ouvrir cette nouvelle page de sa vie. Bonjour Julie, alors tout le monde connaît ton prénom, mais Je te laisse te présenter, nous donner ton âge, ton pays d'origine, d'où tu viens, et puis la composition de ta famille, mais aussi où est-ce que tu vis à Tokyo. Merci Emeline de me tendre le micro aujourd'hui. Donc oui, je suis Julie, la créatrice du podcast. Je vis à Tokyo. Donc actuellement, je vis dans le quartier de Konrombutsu. C'est proche de Yugaoka. C'est à Gaiaku. Et avant ça, moi, j'ai vécu quasiment 3 ans à Shinagawaku. Donc entre l'arrêt de la Yamanote Meguro et Gotanda. Donc je connais très bien aussi ce quartier. J'ai vécu des choses différentes avec un tout petit bébé plutôt à Shinagawaku et là avec un toddler ici. Et donc je suis ici à Tokyo avec mon mari et mon petit garçon donc qui est né au Japon. Et moi, je suis française et on va dire que je suis née en Bretagne, mais je viens de Haute-Savoie. Mes 2 parents habitent tous les deux dans le même village, dans un petit village du parc des Bauges, en Haute-Savoie. Et ton petit garçon, il a quel âge ? Mon fils a 2 ans et 7 mois. C'est un bébé d'octobre 2023. Alors, dans tes interviews, tu demandes aux mamans quelles sont leurs bonnes adresses, leurs coups de cœur. Alors, on a hâte de les écouter parce que je sais que t'en as beaucoup. Oui, je ne vais pas toutes te les énumérer maintenant. Elles sont pour la plupart sur la Google Maps que j'ai créée en lien avec le podcast. Mais je voudrais faire un petit focus là avec des adresses plutôt, je dirais, à la journée, comme une petite escapade en famille. On a testé Kodomo no Kuni aux dernières vacances de Noël. Et vraiment, c'est super. Enfin, il y a plein de zones de jeu pour des enfants de tout âge. Il y a une ferme pédagogique. Enfin, moi, mon fils, il est fan de vaches. Parce que quand on est en Haute-Savoie, il ne parle que de ça, les vaches et le tracteur. Et donc là, c'est génial. Et un autre spot aussi que je recommande, et particulièrement en automne, parce que moi, je suis une grande amoureuse des ginkgo, les arbres. Et quand ils sont tout dorés, je recommande vraiment de passer une journée au Showa Kinen Park, de prendre le pique-nique. Et il y a une superbe aire de jeu qui est sous les ginkgo. Enfin, c'est idyllique. Donc je vous recommande vraiment ces 2 adresses. Prenez un pique-nique et passer la journée en plein air avec vos enfants. Super adresse, merci beaucoup Julie. Est-ce que tu pourrais nous donner un petit hack, un tips, une app, un gadget que toi t'as utilisé ou que tu utilises au quotidien encore maintenant ? Ouais, alors moi ce qui est toujours un game changer, c'est quand même mon Mamachari. Ça permet vraiment de rendre accessible et vraiment accessible aussi dans le temps quelque chose qui l'est beaucoup moins en fait. En transport c'est 1 heure, mais en Mamachari c'est 25 minutes. Tu gagnes la moitié du temps de trajet. En fait, ça te motive. En fait, c'est accessible. Tu sais que ton enfant, il peut, à 1 an, 18 mois, 2 ans, il peut tenir 25 minutes sur un vélo. Ça t'ouvre un vrai champ des possibles. Et quand t'as beaucoup, je trouve, vadrouillé, quand ils sont tout petits en poussette, et de sortir de ce triptyque là, de ce trio de parcs que tu vois tout le temps, c'est sympa. C'est sympa, ouais. Voilà. Alors, je suis convaincue. Alors, pour les auditrices qui ne connaissent pas, un mamachari, c'est un vélo électrique avec
principalement, on l'appelle Mama Chari parce que c'est pour les mamans en général, avec un siège pour l'enfant soit à l'arrière, soit à l'avant, ou même à l'avant et à l'arrière. Et donc il est assistance électrique et quasiment toutes les mamans et tous les papas de Tokyo, du Japon, ont un Mama Chari. Je viens moi-même d'en acheter, donc je recommande aussi. C'est la vie et c'est super. Les enfants adorent et comme disait Julie, ça permet de relier certaines distances, de réduire les distances quand on veut aller au parc. Et je me souviens de mon premier contact un peu avec les mamachari, c'était pendant notre séjour de reconnaissance avant qu'on vienne vivre ici au Japon. Et je voyais toutes ces mères, elles avaient des grands, mais pas de 3-5 ans. Je sais qu'il y a une limite de poids, mais je peux te dire que la limite de poids était pas respectée. Et certaines, elles avaient même un bébé en porte-bébé. Et là, je me disais, mais elles sont inconscientes en fait, c'est trop dangereux, faut pas faire ça. Mais maintenant que je suis ici, et je sais que si j'avais un deuxième enfant, mais je ne pourrais pas renoncer à mon mamachari. En fait, moi aussi, je mettrais mon enfant en porte-bébé pour faire mes distances. Donc ça, c'est mon premier hack. J'en ai un deuxième parce que quand même, il faut que je partage tous mes tips avant de partir. C'est la salopette pour le parc. Moi, j'ai découvert ça ici. Je pense que ça existe en France, mais en France, je n'ai jamais prêté attention à ça. Ici, tous les jeunes enfants qui jouent au sable sont dans une salopette. Alors, pas l'été quand ils meurent de chaud, mais ils ont une salopette pour pas salir leurs habits. Achetez ça, en fait. Vous ne passerez pas 5 minutes par jour pour détacher les bermudas, les shorts, les t-shirts de vos enfants. C'est un vrai game changer. Et mon dernier hack, c'est pour toutes les mamans du Japon, ça va vous parler, mais c'est Daiso. Daiso, c'est un équivalent entre la foire fouille et Action. C'est un peu le tout à 1 euro, hein. Ouais, tout à 1 euro, ça, ouais, hein. voilà. C'est ça. Et franchement, avant chaque voyage, si je sais qu'on a de l'avion à faire, du train à faire, eh ben moi je vais acheter des cahiers de gommettes, des cahiers de coloriage, des petits jouets, des fois c'est des bricoles, ouais, ça coûte 100 yens, 200 yens, mais c'est vachement simple et il y en a partout, alors que je trouve quand même que des magasins de jouets, c'est pas si facile à identifier, alors que le Daiso, notamment quand mon fils il était tout petit, le nombre de trucs que j'ai achetés avant les vols, bah c'est facile, c'est nouveau, il est tout content. Super, recommande. J'achète moi-même des cadeaux parfois du Daiso pour ramener en France à mon petit neveu les cahiers de gommettes, ce que tu dis. Donc merci beaucoup. Maintenant, on va parler un peu de ton expatriation. Qu'est-ce qui t'a amené toi à venir dans le pays? Dis-nous pourquoi tu es là. On est là pour le professionnel de mon mari. Donc on a été envoyé par l'entreprise ici. Donc mon mari il est sous un contrat d'expat. Lui travaille, moi je ne travaille plus. On est arrivé donc en novembre 2022. Il faut savoir que entre le moment où on a commencé à parler du Japon et le moment où on est arrivé, il s'est quand même passé quasiment 5 mois, puisque même 6 mois. Parce que la première fois qu'on a parlé du Japon, c'était en avril 2022. Donc ça a mis un peu de temps à se mettre en place. Mais une fois qu'il a fallu partir, rapidement. D'accord, donc tu viens de mentionner que toi tu ne travailles plus. Est-ce que c'est cette expatriation qui a fait que tu as arrêté ton activité professionnelle ou comment ça s'est déroulé pour toi par rapport à ton travail en fait? Avant, j'étais avocate. Je le suis toujours puisque j'ai toujours mon diplôme, mais je suis plus inscrite et rattachée à un ordre. Avec mon mari, j'ai 35 ans, donc ça fait 15 ans qu'on est ensemble. On s'est mariés pour nos 10 ans. On s'est mariés un 24 juillet et un 24 août, j'étais au bureau. Et en fait, il y a eu un peu une prise de conscience en me disant mais waouh, mais qu'est-ce que je fais là en fait? Moi, il y a 1 mois, j'étais en train de vivre ma best life. En fait, j'étais entourée de tous les gens que j'aime. C'était que du love. J'étais entourée d'amour à ce moment-là. Ah ouais, c'était une des meilleures journées de ma vie, franchement. Et ouais, là, j'ai pas trop kiffé le 24 août à Paris dans le show. Là, j'ai pas trop aimé. Retour à la réalité. Ouais. Voilà. Et puis, je sais pas. Je pense que je me posais plein de questions. Donc, professionnellement, il y avait quelque chose un peu de latent. On savait qu'on voulait faire 1 mois de voyage de noces aux US. Et on s'était dit, le mois de mai, quand même, c'est le mois idéal. Il n'y a pas encore de congés, c'est pas les vacances scolaires. Les prix sont encore accessibles. Et en fait, je me suis dit, j'arriverai jamais à partir l'esprit libre. Tu voulais vraiment faire ce voyage en me disant, ok, je me concentre à 100% sur ce voyage. Ouais. Le voyage de noces avec mon mari, enfin, je veux le vivre pleinement. Et tu pensais que c'était pas possible avec ton activité professionnelle à ce moment-là. Ouais, exactement. J'étais trop soucieuse dans mon travail en fait. Moi, j'étais quelqu'un à cette époque-là. Je faisais des crises d'angoisse sur mon balcon, à aller respirer et tout ça, et ça a processé. Et moi, j'ai posé ma démission en janvier. Et ce qui est assez marrant là, en te le disant, en revoyant la scène, parce que dans mon esprit, je revois la scène où j'annonce à ma boss qu'en fait, je vais partir. Je crois que je lui ai annoncé ça en revenant d'un rendez-vous gynéco, et où justement, elle a cru. Non, mais où j'avais parlé à la gynéco du fait que je voulais avoir un enfant. Et je sais que j'ai posé ma démission alors que j'avais une ordonnance d'acide folique dans mon sac à main. Tu vois, c'est marrant. C'est drôle. Donc voilà, donc en janvier, je pose ma dème. On sait qu'en mai, on partira
1 mois aux US, mais au mois d'avril, il y a ce projet, il y a ce premier call pour mon mari où on lui dit, il y a peut-être une option au Japon, est-ce que ça peut t'intéresser? Et moi, à ce moment-là, je suis en mode, mais yes, en fait, mais ouais, carrément, on a toujours eu envie de vivre ailleurs, parce que mon mari, il a déjà eu une première expérience, mais quand il était enfant d'expatriation. Moi, jamais. Moi, il y avait rien qui me destinait à vivre à l'étranger. Moi, j'ai pas un métier qui s'expatrie, en fait. Moi, je fais du droit français, je fais du droit du travail. Vous n'avez pas pu retrouver une activité professionnelle, non. Très probablement dans le nouveau pays où vous allez vous expatrier. Voilà, je savais même qu'en partant, moi, ça serait super compliqué de trouver un boulot. Mais on s'est dit, oui, allez, go. Donc, on est parti. Moi, je savais que je ne retrouvais pas de travail tout de suite. Et parallèlement, comme ça faisait déjà quand même 12 ans, 13 ans qu'on était ensemble, on savait qu'on voulait un enfant. Donc, en fait, on s'est dit, bon, c'est peut-être la bonne occasion pour avoir un enfant et être disponible pour cet enfant. Les planètes s'alignent un peu finalement, parce que tu quittes ton travail, vous faites votre super voyage de noces, on vous annonce que vous allez partir en expatriation, vous avez ce projet de faire un enfant finalement. Est-ce que tu penses que... Donc du coup, ici au Japon, t'as pas d'activité professionnelle, mais est-ce que tu penses que ça t'a permis de te concentrer au mieux sur ta maternité, sur l'envie de devenir mère, sur ta maternité Oui, nécessairement oui, parce que j'avais tout mon temps pour ça. Ouais. Après, dans le calendrier, nous, on est arrivé en novembre 2022 et moi, je suis tombée enceinte en février. Donc, on a été très chanceux. Au 2e cycle d'essai, je suis tombée enceinte. Je me souviens quand même de cette première année d'expatriation. J'étais vraiment, alors, tous les moments n'ont pas été roses, mais vraiment, j'étais dans la découverte du Japon, l'émerveillement. Je me baladais, j'avais mon appareil photo autour du cou, et puis après, en fait, j'étais enceinte, et je sais pas, j'étais à fond dedans, j'étais bien disponible pour ça, quoi. T'étais disponible pour être maman et vivre ta grossesse à 100%. Ouais. Je reviens un petit peu sur la création de ce podcast parce que il faut aujourd'hui qu'on l'aborde évidemment parce qu'il y a beaucoup de tes auditrices qui se demandent pourquoi tu as créé ce podcast, qu'est-ce qui t'a mené à le créer, est-ce que c'est parce que toi il t'avait manqué des informations pendant ta grossesse, ta maternité, ou au contraire c'était un projet que t'avais déjà d'avant? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de la naissance, de la création de ce podcast? Je suis une grande amoureuse des histoires. Je crois quand même que moi j'aime les gens et j'aime leur histoire. Donc, j'avais déjà eu un projet de podcast qui s'est jamais concrétisé, mais c'est grâce à ce projet que j'ai acheté ce micro. Donc, ce micro, je suis arrivée au Japon, il était déjà dans mon conteneur. Tu l'avais déjà dans tes valises. Ouais, exactement. C'est drôle. Et donc, l'envie était là. En tout cas, l'envie de faire un projet audio était là, quelque part. Après, le podcast Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, il est venu vraiment en lien avec ma grossesse, parce que quand je suis arrivée, j'écoutais, je connais les gros podcasts sur la maternité. Oui, j'ai même moi été il y a des années auditrice de Bliss. J'écoute la matrescence. J'ai été une grande auditrice de French Expat. Des podcasts qui mettent en lumière plutôt l'expatriation. Mais je ne trouvais pas de médias qui combinaient les deux. En fait, moi, je voulais savoir, c'est comment accoucher à l'étranger. Est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? C'est comment d'accoucher au Japon. En fait, je me revois googliser accoucher au Japon avant même de partir au Japon, en fait. Et avant parce que c'était déjà dans mais le oui, plan. on savait. Donc tu commences naturellement à te renseigner, finalement. Voilà, ça faisait 10 ans qu'on était ensemble, on était mariés, on voulait un enfant. Donc je savais même moi, avant de partir au Japon, que j'allais avoir mon premier enfant au Japon. Si bien évidemment, si tout se passait bien. La chance, la vie faisait que tu arrivais à tomber enceinte, bien sûr. Voilà, donc en fait, j'avais déjà identifié Hippo Hippo, j'avais identifié la chaîne, c'est Bene Fukuoka, qui fait notamment, je crois, qui avait fait une vidéo. Fukuoka. Voilà, qui avait fait une vidéo YouTube, je crois, de son premier ou de son deuxième. Voilà, donc je me disais, ça peut ressembler à ça, mais il me manquait quand même plein d'infos. Et puis, quand t'arrives au Japon, oui, j'ai intégré les groupes Facebook, les groupes WhatsApp. Mais bon, il y a beaucoup d'informations, mais des fois, pas forcément les infos qui correspondent à ce que toi tu cherches au moment venu. Et moi, j'aime le son, j'aime les histoires, je veux pas juste un commentaire Facebook. Donc je me suis dit, mais il manque trop un truc, il y aurait trop un truc à faire, on a toutes quelque chose à partager. Et la grossesse s'est passée, mon fils est né. J'ai eu des copines jeunes mamans aussi, notamment rencontrées par l'asso Hippo Hippo. On se partageait des tips, mais là aussi je me disais, mais c'est pas possible, il doit y avoir d'autres trucs quand même. Enfin, par exemple, on peut pas fringuer que son gosse chez H&M, c'est pas possible, il doit exister d'autres trucs. Et puis après, j'ai découvert le Jidokan, moi. Mon fils a grandi. Et là, avec mes 4 mots de japonais, quand je voyais un t-shirt sympa, je disais
Doko desu ka? Je pense Qui veut dire d'où ça vient, voilà. où est-ce que tu l'as acheté, ouais. Et là, on me disait Nishimatsuya. Mais c'est quoi? Et là, t'es Nishimatsuya. Donc, je sortais mon téléphone et là, tu vois que sur la carte du Japon, tu vois plein de petites cartes qui apparaissent parce que Nishimatsuya est une grosse chaîne Et tu vois, là, je me suis dit, mais c'est pas normal que on soit pas au courant. Ouais, que ça soit pas plus mis en évidence. Et je me suis dit, mais il y a trop un truc à faire. J'avais plein d'idées. Et bah, le projet, ouais, je savais que j'avais le micro dans mon placard. J'avais pas le temps parce que moi j'étais toute la journée avec mon fils, mais j'avais l'envie, j'avais le feu intérieur pour ce projet. Et du coup, comment ça s'est concrètement mis en place finalement? Moi, je sais que tu as fait partie de certains groupes un peu d'accompagnement, donc voilà, juste parle-nous un petit peu de comment concrètement ça s'est mis en place, ou quel a été aussi le déclencheur à un moment donné, parce que j'imagine que tu vois, tu dis j'ai le micro, j'ai pas forcément le temps, donc quel est le déclencheur et puis comment ça s'est concrètement mis en place? Le premier déclencheur, c'est l'appel à candidature du club entrepreneur de l'année 2024. Quand je suis arrivée à Tokyo, je me suis dit, ok, il faut rompre la solitude. Tu ne connais pas la ville, tu ne sais pas ce qu'il faut faire, tu ne vas pas vivre comme une touriste. Tu habites là. Moi, j'aime beaucoup à dire aux gens qui disent ah mais c'est trop cool, tu vis au Japon. Je casse tout de suite le truc en disant alors oui, moi j'habite au Japon. Je sors mes poubelles et je déclare mes impôts comme tout le monde. Je suis pas en vacances, je suis pas tout le temps avec mon sac à dos sur le dos. Donc j'avais vraiment à cœur de me dire, il faut que je rencontre du monde, il faut que je tisse du lien. Donc quand je suis arrivée, j'ai adhéré à l'AFJ, à FAGE, et dès que j'étais enceinte, à Hippo Hippo. FAGE, c'est une super asso qui met en lien des femmes dans un but professionnel. Que vous soyez en recherche d'emploi, que vous ayez un projet, ou vous souhaitiez tout simplement rester en veille professionnelle, ou que vous ayez cette curiosité pour le monde du travail dans le pays dans lequel vous êtes, notamment le Japon, puisqu'elles sont au Japon, eh ben, c'est une super asso. Donc moi, j'avais intégré cette asso, j'étais adhérente. Et là, je vois passer dans les newsletters, appel à candidature, on ouvre la nouvelle promo. Et je me suis dit, là, faut passer à l'action, finalement. Ouais, faut passer à l'action. Et surtout, je pense qu'il fallait que je me contraigne. Parce que de toute façon, j'allais toujours me trouver une excuse. Ça allait aussi me permettre de sortir de cette maternité très focus sur mon fils, puisque ça, on en parlera après. Mais moi, j'ai mis très longtemps à faire garder mon fils. Ça a été difficile pour moi de lâcher. Et en fait, c'était bien un peu que je pense à moi. Donc ça a été le premier déclencheur. Donc j'ai fait une année du club entrepreneur. J'avais déjà en tête mon nom, j'avais déjà en tête mon logo. Il y avait beaucoup de choses qui étaient déjà concrètes. Mais j'arrivais pas, j'osais pas. Et puis là aussi, tu rencontres des femmes qui ont des projets divers et qui osent en fait. Et tu te dis, en fait, après tout, pourquoi pas? Alors après, le podcast, il y a un côté un peu, c'est ma voix. Potentiellement, c'est un peu mon image. Tu parles de ta vie, de famille. Enfin, toi, t'as été invité, tu sais ce que c'est. Il y a une part d'intime aussi, tu vois. Sûr. Ouais, au début, je pense que j'osais pas parce je sais pas, j'avais un peu peur de ce que les gens allaient penser. Tu vois, un peu même qu'on ricane ou même les gens restés en France, tu vois, les gens même qui appartiennent à cette vie un peu d'avant, parce que là aussi, je trouve qu'il y a un avant l'expatriation, il y a un après expatriation, et puis il y a un avant maman, après maman. Alors quand on est maman en expat, je trouve que le avant, il est bien loin. Plus loin, bien sûr. Voilà. Donc le projet se construit. Deuxième déclencheur, mon amie Lara, première invitée de ce podcast, m'annonce qu'elle rentre en France. Donc là, je me dis non. Je peux pas, en fait. Lara, on a été mamatomo, en fait. Lara, nos enfants, ils ont 10 jours d'écart, même pas. Lara, on a vécu notre grossesse ensemble, on a vécu des trucs forts, en fait. Donc il faut que je capte son histoire avant qu'elle parte, finalement. C'est ça que tu me dis. Ouais, là, je me dis, non, Lara, faut que je l'enregistre. Ouais. Donc, on parle d'un studio d'enregistrement à Harajuku. J'enregistre l'épisode de Lara. L'été se passe, nanana. Bon, là aussi, tu trouves des excuses, hein. Ouais, je sais pas faire du montage. Moi, c'est pas mon truc, je suis pas techos, machin. Et puis, en janvier 2026, on entend parler d'une nouvelle expatriation pour mon mari. Et là, je me suis dit, non, tu peux pas quitter le Japon sans avoir réalisé ça, en fait. Ça fait 3 ans que t'en parles de ce projet, que tu l'as en tête. Enfin, tu ne peux pas partir du Japon comme ça. Donc là, je me suis dit, allez, go, en fait. Ça sera peut-être pas parfait. Mais ça faut que je le fasse. Ouais, et je voulais vraiment... capturer aussi tout ça parce que j'entends plein d'histoires et je fais de super belles rencontres et à chaque fois je me dis faut que les gens entendent ça en fait, et sur comment ça se passe ailleurs mais aussi et ce qu'on vit en fait. Donc voilà, ça a été le dernier déclencheur, celui qui m'a motivé à allumer le micro quoi. Et on est ravis aujourd'hui d'écouter ton histoire aussi parce que tu as partagé de belles histoires et on est aussi ravis d'écouter la tienne aujourd'hui.
Donc si on revient un petit peu au désir d'enfant que tu as avec ton mari, où tu nous as dit tout à l'heure que assez rapidement finalement vous installez au Japon, tu tombes enceinte. Est-ce que toi ou est-ce que tous les deux avec ton mari, est-ce que vous trouvez pas que c'est rapide quoi? Je veux dire, t'as même pas le temps de t'être installé dans le pays que tu es enceinte. Tu vois. C'est une chance de tomber enceinte, mais est-ce que c'est pas trop rapide ou alors vous vous dites c'est une évidence, c'est bien, c'est comme ça? Qu'est-ce que tu perçois à ce moment-là et peut-être a posteriori, qu'est-ce que tu en penses? Quand on arrive, moi je suis dans une optique où je me dis on sait pas combien de temps on va rester. Donc je veux pas qu'on attende trop parce que ça fait déjà 12 ans qu'on est ensemble, qu'on prend de l'âge, même si on n'est pas vieux mais on prend de l'âge. Et moi je dis à mon mari, en fait toi tu vas au boulot mais moi faut qu'il y ait un truc qui se passe un peu de ce côté, faut qu'on avance sur un projet de la vie en fait. Donc on se lance dans ce projet d'avoir un enfant et on est super content de cette grossesse, on est vraiment super content. Oui, on n'est pas parfaitement installé, mais moi je crois qu'à ce moment-là je ne mesure pas ce qui nous attend. Mais vraiment. Et pourtant, je pense que je suis quand même quelqu'un d'assez éduqué sur les questions de la maternité parce que ça m'a toujours intéressée, voire même passionnée. J'ai plein de copines qui ont été mamans. À ce moment-là où j'apprends ma grossesse, moi j'ai une copine qui est maman et qui accouchera dans les prochains mois, donc je suis sa grossesse. Tu es informée, de manière générale. Ouais, je suis informée sur la grossesse, la maternité. Voilà, donc ça, je connais, je connais les options. Ouais, le postpartum, c'est dur. Le baby clash, ouais, j'ai bien la théorie. Et moi je me dis non mais ça va le faire. On va prendre le truc en mode gestion de projet. Ça va le faire, tu vas te préparer. Clac, on est bon. Ça passera nickel en fait. Avec bien organisé, ça va le faire. Waouh. Mais là, la réflexion, non, on a été un petit peu foufou là. Là, on a été un petit peu foufou les deux. On a été complètement bercés d'illusions en fait. À la réflexion, je pense que ça aurait été bien de se laisser une petite année. Arriver, prendre nos marques, découvrir le pays, plus voyager parce qu'au final là aussi t'as un enfant, tu voyages pas tant que ça et là on va partir du Japon et quand on fait le bilan, on se dit on a peut-être pas tellement visité le Japon. C'est un peu un regret. Moi, par exemple, j'ai arrêté mes cours de japonais rapidement. J'ai arrêté le premier été, donc tu vois, j'ai fait 7 mois de cours de japonais. Là, tu vois, par exemple, je quitte le Japon, je regrette de pas pouvoir parler plus que ça parce que c'est hyper frustrant. Des fois, j'ai tellement de questions à poser aux gens qui m'entourent. Bon, après, c'est pas toi que je vais apprendre ça, mais d'être bilingue et fluente en japonais, ça se fait pas en 3 ans. Est-ce que toi, tu avais des appréhensions particulières liées à la grossesse, à la maternité, ou au contraire pas forcément? Tu as dit que tu t'étais renseignée, mais est-ce que tu avais des appréhensions? Je crois qu'au fond de moi, si je suis très honnête, l'appréhension majeure quand même, si c'était l'accouchement. En lui-même? Ouais, c'était d'expulser... La naissance de l'enfant, ouais, d'accord. C'était d'expulser cet enfant par la voie qui est prévue à cet effet. Naturel, bien sûr. Ouais. Ça, quand même... Ça me faisait peur. Tu voyais ça de manière quoi? Insurmontable? C'est plutôt la douleur? Ouais, ok. La douleur, et aussi parce que moi, comme ça m'a toujours intéressée, j'ai lu il y a des années le livre noir de la gynécologie, violence gynécologique et obstétricale. J'ai jamais entendu parler de ce livre. Non, je le conseille pas. Difficile? Oui, j'ai fait 2 valaises vago en lisant ce livre, dans le métro à Paris. Et en fait, dans ce livre, les femmes témoignent et de violences gynécologiques et obstétricales et aussi de choses, de conséquences quasiment dramatiques liées à l'accouchement. Et notamment, ce qui me faisait très peur, c'était tout ce qui était les déchirures du périnée, les déchirures complètes. Et notamment, il y a une femme qui racontait que elle avait un problème depuis l'accouchement avec son nerf vague, où en fait, cette femme ne pouvait plus mettre de culotte, ne pouvait plus s'asseoir. Et en fait, moi, je crois que j'étais quand même terrorisée de me dire, waouh, en fait, ce qui est censé être si naturel peut provoquer ça sur le corps de la mère. Et, j'étais terrorisée de ça. Ça t'a terrorisée. Ouais. Ah ouais. Plus mettre de culotte, Emeline. Oui. Non, mais c'est sûr. Mais tu as poussé tes lectures, ta réflexion au pire. Ouais, mais moi c'est un peu ma façon de me préparer, je crois. Moi, j'ai un peu une grosse analyse de risque. Moi, j'aime le au cas où. Voilà. Et on y vient parce que je sais que c'est quelque chose dont on a discuté ensemble. Comment toi, tu as choisi ton hôpital, ta clinique ici à Tokyo? Parce que il y a un épisode à ce sujet où chacune dit un petit peu comment elle a choisi sa clinique. Et ce qui est drôle, c'est qu'on n'a pas forcément toutes les mêmes critères finalement. Et je sais que toi, il y en a un particulièrement qui te tenait à cœur et je pense que tu peux en parler. Oui. Moi, j'ai choisi mon hôpital avec des au cas où. Donc, quand je suis arrivée, on habitait à Meguro. J'avais entendu parler
de l'établissement à Nakameguro, qui est un établissement réputé pour être très dans le lien mère-enfant, un accouchement doux, un personnel doux, de l'allaitement, du pot à pot. Je m'étais dit mais c'est génial, ça correspond à tous les standards en France, c'est trop génial, je vais aller là-bas. Là, tu fais référence à la clinique d'Ikurio. Exactement. Donc nous allons à ce premier rendez-vous pour faire constater la grossesse. Moi, j'avais attendu parce que j'ai une amie gynéco qui m'avait dit « Attends, parce que si tu vas trop tôt, de toute façon, ils verront peut-être le sac, mais ils pourront pas capter le cœur du bébé. On te demande « Attends un peu, ça sert à rien de te précipiter. Au Japon, ils font pas la prise de sang, te précipite pas, t'attends. » Première déconvenue dans cet établissement, mon mari ne peut pas m'accompagner pour cette première échographie parce qu'il n'est pas japanophone. Donc là, déjà, je me suis dit, ouh là là, comme premier contact, moi, avec le corps médical japonais. Difficile. Ah ouais. Et surtout, la chaise, on en parle dans tous les épisodes de cette chaise, mais mon Elle Dieu. existe. Non, c'était traumatisant. Tu t'assois là, les fesses à l'air, cette chaise s'incline. Le rideau. Et là, tu attends, et je voyais, sous le rideau, un halo de lumière qui était balayé. Et là, je comprends qu'en fait, derrière ce rideau, c'est un couloir. Ouais. Et là, je me dis, ah oui, d'accord. Donc là, on est tous là, à l'air. Et puis derrière, tout le monde passe, tout le monde fait son travail. Pour la petite image, moi j'ai fait mon suivi de grossesse avec Ikurio, donc je sais très bien ce à quoi tu parles. Pour les auditrices, pour qu'on vous image un petit peu, donc cette chaise, s'incline vers l'arrière, on a les jambes écartées, le vagin ouvert, oui. Le médecin est entre nos jambes, et en fait, il y a un rideau qui nous sépare, nous, physiquement, du médecin, mais il s'arrête à mi-hauteur, finalement, donc on voit ce qui se passe en dessous, mais on ne voit pas ce qui se passe au-dessus. Voilà, c'est ce dont tu fais référence là maintenant. Voilà. Et ça peut être un peu perturbant. Ah oui. Ouais, ça, j'ai pas du tout aimé. Et je me souviens de demander un petit peu qu'il ouvre. Donc là, il passe sa tête et puis il ouvre mais à moitié. Donc je vois la moitié de sa tête. Ouais, je vois. En plus, je me souviens, on a l'écran un petit peu sur la droite, Exactement. La moitié de son visage, et après on ne le voit plus lui. Exactement. Ouais. Et là, un peu sans prévenir, il me balance le son de l'échographe. Donc là, j'entends le cœur de mon bébé. Submergé d'émotions et un peu le regret de me dire, ah ouais, déjà, on vit pas ça à deux avec mon mari. Tout à fait. Tu vois, ça, j'étais un peu triste. Et donc, avec Ikurio, toutes les sondes endovaginales se font uniquement avec la maman, sans présence de partenaire. Donc moi, mon mari parle japonais, il ne pouvait pas venir non plus. Ah tu vois, ça, je le savais pas. Ouais, je pensais les sondes endovaginales se font qu'avec la maman. Les échographies peuvent se faire avec le papa. Donc, mon parcours de grossesse commence à Ikurio. Je pense que j'ai un deuxième rendez-vous, au cours duquel je parle rapidement du fait que moi, je veux faire le test, le NIPT, pour vérifier la trisomie 21. Et là, tout de suite, c'est sans appel, le docteur me dit à cette époque-là, ce n'est pas possible, on ne fait pas ça ici. Je vous réoriente, je vous invite à contacter Aiku Hospital, qui fait ce dépistage, et après vous revenez. Et donc, me voilà partie à Aiku, où je fais cet examen, en même temps qu'une visite classique. Et après cette visite, je retourne à Ikurio, et en fait, je leur demande, je sais plus, mais tu vois, là aussi, je me souviens plus de comment ça arrive dans la conversation, et je leur demande s'ils ont des stocks de sang, toujours dans cette culture du au cas où. Et là, on me dit non, mais si vous faites une hémorragie, on vous transfère dans un autre hôpital. Et là, moi, je me dis, ah non, ça va pas être possible, parce que moi, j'ai une copine qui vient d'accoucher et qui a fait une grosse hémorragie de la délivrance. Je ne veux pas prendre ce risque, ça me fait trop peur, j'ai trop peur pour ma copine. Moi, je ne veux pas vivre ça, je vais être dans un lieu où il y a du sang. Et où est-ce qu'il y a du sang? Et où est-ce qu'il y a une néonate? À Aiku. Donc, je choisirai Aiku. C'est comme ça que j'ai choisi. Tu avais le choix de ton établissement. Moi, je voulais vraiment être ceinture bretelle sur ma sécurité, la sécurité du bébé. Donc, je pars à Aiku. Donc, c'est les raisons principales, et aussi peut-être l'une des raisons... l'anglicisme. Exactement, j'allais dire, ton mari et toi, vous n'êtes pas japanophone, et à Aiku, ils acceptaient des étrangers. Même si ton suivi de grossesse n'a pas été forcément fait en anglais. Ouais. Au final, oui, on te dit qu'ils parlent anglais. Alors, à l'époque, moi, j'ai fait mon suivi de grossesse sur l'unité, avec l'unité japonaise, pas du tout l'unité internationale avec ce célèbre gynéco qui parle très bien anglais. Moi, pas du tout. Quand je suis arrivée pour ma première visite, j'étais avec que des mamans japonaises, avec une gynéco japonaise qui parlait un peu anglais. Je me suis sentie super bien en confiance. On arrivait quand même à se comprendre avec notre anglais rudimentaire. Je suis restée là.
Et donc ça s'est bien passé, donc tu as fait tout le restant de ton suivi de grossesse là-bas. ouais. Ça s'est bien passé, toi, dans l'ensemble? Est-ce que tu as eu des moments difficiles dans ta grossesse? Est-ce que tu t'es sentie bien, pas bien? Est-ce que tu peux nous parler de ta grossesse? Je dirais que j'ai eu une belle grossesse. Alors j'étais très fatiguée le premier trimestre, très très fatiguée. Je me souviens que le matin, je me levais en même temps que mon mari, je petit déjeunais et je retournais me coucher. J'ai pas eu de maux, j'ai pas eu de nausée. Il y a eu une fois où j'ai vomi. Donc j'étais plutôt en forme. Voilà, fatigue premier trimestre, très en forme le second. Et je suis rentrée en France l'été, donc j'étais enceinte. 6 mois à peu près? Ouais. Un peu avant, ouais. Ouais. Et là, j'ai un peu déconné, je pense, où j'ai fait beaucoup de bagnoles et j'ai fait beaucoup de trucs parce que j'étais en mode ouais, je veux profiter à fond de la Haute-Savoie avant d'avoir un bébé. Et surtout, j'ai fait un énorme épisode de contraction. Mais j'ai cru que j'allais m'évanouir. Ouais. Je me souviens, ma mère se préparait pour aller à un pot de retraite d'une collègue. Et là, je lui dis, là, maman, il faut que tu m'emmènes aux urgences. Donc là, branle-bas de combat, j'appelle ma copine gynéco, je lui dis, j'ai trop mal. Ma copine, elle me dit, ok, t'as trop mal, j'aime pas ça, tu files aux urgences. On arrive aux urgences, plus de douleur. Donc la sage-femme qui m'examine me dit, bah là, je peux pas vous dire, ça ressemble à des contractions, ce que vous me dites. On va faire le test pour la pyélonéphrite, y a rien. Et elle me dit, bon, par contre, là, vous m'annoncez quand même que vous rentrez au Japon dans 2 mois. Ouais, parce que y a un grand trajet qui t'attend après. Donc là, elle me dit, là, va falloir y aller mollo parce que vous me dites que vous avez fait beaucoup de voitures cette semaine, que vous avez beaucoup marché. Le but, c'est que vous puissiez rentrer et on vous laissera pas rentrer si vous commencez à dilater. Donc là, ça a été un peu la douche froide de ce premier été en France parce qu'en fait, j'ai passé mon été, j'ai un peu l'impression que j'ai passé mon été le cul sur un transat et que j'ai pas du tout profité. Comme tu aurais souhaité. Ça, j'ai pas trop aimé. Après, ce qui était génial, c'est que j'étais en famille, tout le monde voyait mon gros ventre s'arrondir parce que après cet épisode, mais j'ai popé, mais c'est sorti. Ouais. Ah ouais, j'ai eu un ventre, mais et puis là, on voyait mon fils qui bougeait. Enfin, là, c'était assez incroyable. Donc ça, c'était très cool de vivre ça parce que jusqu'à maintenant, ils avaient vécu la grossesse de loin, avec les échographies, l'annonce du sexe, tu vois, tout le monde était loin, tout le monde savait, mais là il la vivait avec toi. Ouais, et puis je me souviens de cet été-là, on a fait une grosse teuf pour la grainette, parce qu'à cette époque-là, on l'appelait la grainette. Donc on a vraiment fait une fête pour célébrer cette naissance à venir, et puis c'était un peu le premier été où on rentrait en France pour que nos deux familles se réunissent, ensemble. Donc ça, c'était super cool. Et après, on est rentré au Japon. Il faisait super chaud en août. Et là, je me souviens que j'en ai bavé. Dur. Ah ouais, j'en ai bavé là, avec mon gros ventre. J'ai accouché fin octobre, moi. Donc t'avais encore un peu attiré. J'avais encore attiré. Et à la fin, à la fin, t'as hâte de rencontrer ton bébé, quoi. Et à la fin, surtout, moi, j'ai fait de l'hypertension. Donc là, c'était suivi renforcé. On m'a demandé d'acheter un tensiomètre. Donc, il fallait que je prenne ma tension tous les jours. Wow. Plusieurs fois par jour. Et si je dépassais une certaine donnée, il fallait que je les appelle. Et sur la toute fin, j'avais aussi des protéines dans mes urines. Ok, donc ça, moins cool. Ouais. Et surtout, l'hypertension et protéines dans les urines, c'est des signes de prééclampsie. Donc là, on a commencé à me parler soit d'une césarienne, soit d'un déclenchement. D'accord. On va venir à ton accouchement juste après. Juste par rapport à la préparation à l'accouchement et comment vous vous préparez à accueillir ce petit bébé dans un pays qui reste nouveau, tout de même pour vous. Ça fait que quelques mois que vous êtes là, donc comment vous préparez? Moi, j'ai quand même très peur de la barrière de la langue. Parce que j'ai bien compris pendant le suivi de grossesse que non, l'anglais, c'est pas ça va pas être une langue si facile. Donc je me dis, il faut quelqu'un qui nous fasse la translation, quoi. On me parle de Stéphanie Kawai, qui est doula, qui est autorisée à être là dans certains établissements pour les naissances. Donc on la contacte. Elle m'accompagnera à 2 rendez-vous avant. On apprend un peu à se connaître. Bon, le jour J, au final, elle a pas été là. Mais c'est le plan. Stéphanie sera avec nous. Stéphanie fera l'interprète. On contacte aussi Célia, sage-femme française qui exerce ici, cofondatrice de l'association Hippo Hippo. Célia nous fait 1 ou 2 séances de préparation à l'accouchement. On travaille sur les respirations. On a bien en tête le déroulé. On est prêt. On est prêt. Ouais, moi je me sens prêt à accueillir ce petit bébé. En plus, vous avez fait ça dans votre langue maternelle finalement. Ouais. Ce qui est plus simple que d'avoir une explication en anglais ou en japonais. En plus, donc vous êtes prêt, tu es prêt, tu te sens bien, t'as vécu une belle grossesse. Ouais, mais non, moi j'ai adoré être enceinte. Dans l'ensemble. Donc le moment fatidique arrive. Ouais. Vas-y. Donc maintenant, tu peux nous parler de ton accouchement. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as des signes et tu te dis, voilà, c'est maintenant? Ou comment ça se passe? Alors, comme je le disais tout à l'heure, fin de grossesse, hypertension, protéines dans les urines.
mon fils s'annonce gros. Mais ça fait un moment qu'on me dit « Ok, baby ». Dans les suivis de mais depuis croissance toujours. du bébé, d'accord. Depuis toujours, aux échographies, on me dit « Ok, gambate, maman ». Ce qui veut dire bon courage. Bon courage, maman. Voilà, donc je me dis « Waouh, ok ». Mais en même temps, je me dis « Oui, mais bon, nous, on est tous les deux français, on n'est pas un standard japonais. En France, je pense qu'il est dans les normal range. Non. Ce qui s'avère exact. Mais bon, j'ai quand même toujours un peu ce truc. Et puis, moi, j'ai toujours peur de cette expulsion naturelle. Donc, ça n'aide pas. Ouais, tu te dis, le gros bébé, il va pas aider à ce que ça se passe super smoothly en dessous. On évoque ce déclenchement ou cette césarienne. Mais moi, jusqu'à maintenant, tous les discours autour de la césarienne que j'ai eu, c'est quand même beaucoup, c'est pas naturel, c'est pas le mieux pour le bébé. Le bébé, il doit passer par la voie naturelle parce que ça permet que ses poumons soient compressés pour bien qu'il expectore tous les fluides. Est-ce que tu ressentais une forme de culpabilité on faisait culpabiliser un petit peu les mamans ou pas forcément? Qu'est-ce que tu retiens un peu de ce discours-là Pas de la culpabilité, mais de la peur. De la peur, ok. Plutôt de la peur. Ouais, je trouve qu'on fait peur aux femmes. Je trouve qu'on fait peur aux femmes. En tout cas, moi, on m'a fait peur avec ça. Ouais, toi, ça t'a fait peur. Ouais, moi, ça m'a fait peur. Parce qu'en fait, moi, ce que j'aurais aimé qu'on me dise, c'est une potentialité, c'est une possibilité, et si ça se passe, il faut que tu fasses ça, pour qu'après ça se passe bien. D'accord. Pour que t'aies une bonne récupération. Du corps. Ouais. Tu vois, et ça, je trouve qu'en fait, on balaye tout de suite un peu ça, on te met dans un truc genre, c'est pas l'idéal, c'est pas naturel. Ouais, mais en fait, il y a un moment, c'est aussi une option, en fait. Donc, et si ça existe, c'est quand même qu'aujourd'hui, ça permet de sauver des vies. Enfin, il y a des naissances, c'est vraiment pour sauver des vies, quoi. La mère et l'enfant, d'ailleurs. Voilà. Donc, on me faisait tellement peur avec cette césarienne que dans les derniers rendez-vous de contrôle, quand on nous demande de choisir, moi, je dis trop rien. Je dis, non, on va attendre. Tu es toujours sur une idée de la naissance de ton bébé par voix basse, à ce moment-là. Oui. Je me dis, quand même, c'est beaucoup mieux. Et puis, vient le 23 octobre. Donc, mon fils, il est prévu, il est attendu pour le 24 octobre. Donc là, on est au terme. On va dire on est au terme. Moins un jour, mais on est au terme. On est au terme. Et là, les analyses sont pas bonnes. D'accord. Et là, on nous dit, là, va falloir déclencher. Si vous voulez pas une césarienne, va falloir déclencher. Je me dis, on va déclencher. Donc, le lendemain, on part tout feu, tout flamme. On a une belle photo de nous, tout sourire. C'est parti, mon kiki, on y va, c'est le moment. Finalement, là, tu sais que c'est une question d'heure, de jour, à ce moment-là, le déclenchement. Est-ce que toi, tu connaissais comment ça allait se passer, le déclenchement? Est-ce qu'ils t'ont prévenu? Est-ce qu'ils t'ont expliqué? Est-ce que tu avais déjà des idées m'avait un petit peu expliqué, dans les grandes lignes. Stéphanie m'avait expliqué aussi. Et surtout, ma copine gynéco. T'avais briefé, enfin, voilà. Ouais, elle m'avait dit les grandes étapes, ça sera le tampon de prostaglandine, la poche d'ocytocine, le ballonnet, on peut percer la poche des os. Donc tu connais. Je savais. Mais je savais aussi qu'un déclenchement peut impliquer une césarienne. Donc j'étais très claire là-dessus. Donc nous voilà partis le 23 octobre, je me revois dans le taxi, envoyer des messages, ça y est, on va rencontrer notre bébé. On y va. Ouais. Voilà. J'avais trop hâte. Franchement, j'avais de l'appréhension, mais j'avais vraiment cette excitation de rencontrer ce bébé. On arrive à l'hôpital, c'est tout fermé, parce qu'ils te font venir hyper tôt. L'accueil n'est pas ouvert. Les lumières, même du hall, je crois, sont éteintes. On te fait passer par une porte, quasiment une porte des urgences. Ouais. Et là, papier, admission. On dit, ok, madame, on va monter. Et là, en fait, je comprends que mon mari ne va pas venir avec moi. Et là, je me mets à pleurer. Parce que moi, je suis une grande émotive. Moi, quand j'ai un coup de stress, je pleure. Et là, je me dis, ah waouh, non mais là, ça va pas être possible. Donc, mon mari rentre chez nous, faire du télétravail. C'est dur. Ah ouais, c'était c'est dur pour lui, j'imagine aussi, pour toi, ou peut-être lui, il conscientise pas ouais, je encore. pense que lui, à ce moment-là, il se rend pas trop compte. Lui, il se dit, elle est à l'hôpital, ça va bien se passer, ça va avancer. Être de bonnes mains, je viendrai au moment... Ouais, moi, je dois venir, elle m'appelle, j'arrive tout de suite, je suis à sûr. côté. Tu vois, je pense qu'il est pas trop dedans. Et moi, là, je me dis, oh là là, je vais toute seule. Je monte en chambre, on me donne ma blouse. Et là, on m'installe dans une pièce, c'est un peu des box. Donc, on est toutes, il y a des murs, bien sûr, il y a des portes coulissantes devant. Mais il y a plein d'autres femmes avec moi. Et on est toutes déclenchées. Vous êtes toutes dans le même bateau à ce moment-là, finalement? Ouais, toutes dans le même bateau. Et là, je rencontre une dame d'origine indienne qui parle très bien anglais, qui me dit qu'elle est là, je crois que c'est sa due date aussi, qu'elle va être déclenchée. Je me dis, super, on va être dans le même bateau. L'accouchement. Ça aide un peu, tu vois. Je me dis, allez, on est dans le même bateau. Voilà. Et là, pose du tampon de prostaglandine. Pas très agréable. La journée se passe. Il ne se passe rien. Donc toi, physiquement, tu as rien à ce moment-là? Mais rien. Mais quand je te dis rien, mais rien du tout.
rien. Je suis bien, moi. On m'a dit que ça allait arriver. Ouais, voilà. Non, mais alors, par contre, bien, bon, je me suis fait chier. Mhm. Ah, mais cette journée m'a semblé longue. Tu sais, t'écoutes des trucs de méditation pour te relaxer. My God, mais c'était d'une longueur. T'emmènes un livre que t'ouvres même pas. Ouais. Tes séries sur Netflix, tu les regardes même pas. Tu regardes l'heure. Ouais. Et t'attends les contrôles pour qu'on te dise que tu dilates ou tu dilates Pas. rien. Mm. Bon, jour 1. Mon mari vient me rendre visite à la fin du jour 1. Petit horaire de visite. Bon, c'est cool. Bah, allez, on repart jour 2. Donc là, jour 2. Dans la nuit, ça a un petit peu dilaté. Et surtout dans la nuit, ma voisine indienne. J'allais dire, où en est-elle? A-t-elle accouché? Ah bah, elle se tord de douleur. D'accord. Mais elle se tord de douleur. Elle part dans une salle d'examen. Elle doit se faire examiner. Elle hurle. Tu l'entends? Horrible. Mais moi, je me dis, mais oh là là, mais moi, je veux pas ça. Je sais pas ce qu'ils lui font, mais ça me fait trop peur. Et en fait, je comprends, en pleine nuit, qu'elle part en césarienne? Bah, je sais pas, elle Tu sais part. pas. Donc moi, je me réveille le lendemain matin. Donc ça n'a pas avancé. Ok, jour 2. Donc madame, jour 2, pose du ballonnet. D'accord. C'est un petit peu dilaté, donc on va insérer un ballonnet qu'on va gonfler à l'intérieur de votre vagin pour élargir. Et en fait, la tête de votre bébé est censée faire pression dessus. Et quand le ballonnet sort, c'est que voilà, ça commence à bien dilater. Très bien. Pose du ballonnet, rien à dire. Et poche d'ocytocine en intraveineuse. Déjà là, l'ocytocine, ça se passe pas super bien parce que déjà, ils galèrent comme pas possible à mettre les intraveineuses. Jour 2, il ne se passe rien. Mais rien. On tente 2 choses sur toi qui, pour l'instant, ne font rien, finalement. Fin de la journée, rien du tout. Mon mari revient me voir. Donc là, j'ai quitté cette espèce de box. Je suis passée en salle de pré-travail. Je remonte dans ma chambre, dans cette espèce de box partagée. Et donc, on me dit, bon, bah, jour 3, on va refaire une perte d'ocytocine et puis on va percer la poche des os. Ok. Jour 3, ça commence. Je pense qu'on perce ma poche des os vers 10h, 10h30 du matin. On me met la poche d'ocytocine. Mon mari est là, ce jour-là. Heureusement. Et là, 14h, 14h30, j'ai des douleurs. Mais très fortes. Toutes les 45 secondes. Et là, je m'en souviens encore parce que mon mari a été assez sidéré, je crois, par la douleur et le fait que j'étais dans l'incapacité de bouger, de réagir, de gérer. Il était, je crois, sidéré. Il était vraiment, mais stoïque. Il était, je crois, mais freeze, quoi, tu vois, vraiment gelé. Et à ce moment-là, il y a Stéphanie qui vient me voir parce qu'elle est en accompagnement d'une autre maman ici à Écou. Et elle me dit ça va aller, elle m'aide et je lui dis je ne vois pas comment ça va aller, j'ai trop mal, je ne peux même pas respirer. Donc je crois que ça m'énerve un peu qu'elle me dise ça, tu vois. Et en fait je me dis mais ça ne va pas le faire, en fait je n'en suis pas capable. Là j'ai trop mal, je vais jamais y arriver. En fait j'étais à 3, tu vois. Je dis mais je vais jamais y arriver, je vais jamais tenir. En fait je vais crever là, je n'arrive même pas à respirer. L'équipe médicale arrive, ils disent oui c'est combien toutes les contractions, toutes les combien. Et là, mon mari avait sorti son minuteur sans que je me rende compte. Et il dit toutes les 45 secondes. Et là, la nurse, elle hoche un peu la tête. Et là, elle me dit, vous voulez la péridurale? Et le matin même, j'avais eu un coup de fil de ma copine gynéco qui m'avait dit, nous, staff médical, on préfère avoir une maman qui est bien reposée plutôt qu'une maman qui est épuisée, qui n'aura aucune force, qui n'écoutera même plus tellement elle est épuisée. Voilà. Donc franchement, là, il y a un moment, si t'as besoin d'être soulagée, prends-la, cette péridurale. Sors de ton plan de naissance. T'accroches pas trop à ça. Lâche. Initialement, dans ton plan de naissance, t'avais préféré dire la péridurale, je la prendrais au cas où, ou est-ce que c'était un fort non, je n'en veux pas? Tu te situais comment par rapport à la péridurale? Oui, dans le plan de naissance, j'avais dit moi je veux la péridurale, mais j'étais partie oui, il faut attendre 6-7, okay. C'était le grand principe. Et après le reste c'était du bon sens. Oui, je veux dire bonjour à mon bébé, lui c'était bien tenu. Oui, je voudrais faire du pot à pot. Oui, bien sûr. Il y avait rien de foufou quoi. Donc on te propose la péridurale, que tu acceptes? Et là j'accepte. Là j'accepte. On me pose la péri, là je revis et surtout là je leur dis vous allez m'enlever cette perf. Moi j'en veux plus. Là ça me fait trop mal. Et la nana me dit là de toute façon, on est obligé de la baisser quand on met la péri, mais on devra la réaugmenter. Et je lui dis ah non mais là moi vous ne la remettez pas. Je suis incapable. Donc il me baisse l'ocytocine suite à la pose de la péridurale et genre 2 heures après, j'ai tellement mal à droite. Donc que du côté droit. Péridurale latéralisée, ça ne marche pas d'un côté. Et là je leur dis vous m'enlevez le cathéter, j'en veux plus. J'arrête, j'en veux plus, j'ai trop mal en fait. J'ai une péridurale, le truc, mais qui fait à moitié effet. Mais j'ai trop mal. C'était une intensité dans la douleur. Et je leur dis, je vous signe une décharge, je vous signe tout ce que je vous voulez, moi j'arrête l'ocytocine. Donc là, ils se mettent d'accord, oui, ok, on arrête. Ton mari gère à ce moment-là un petit peu cet aspect un peu médical ou... Non, il gère pas trop là à ce moment-là. Je crois qu'il est vraiment sidéré. Mon mari, je crois que si on lui demande mon accouchement, je crois qu'il était un peu en, tu sais, au-dessus de la scène. Au-dessus, ouais. Ah ouais, je crois qu'il était loin d'imaginer que ça pouvait se passer comme ça.
on se parle pas trop. Là, je lui dis juste, j'ai trop mal, je vais jamais y arriver. Je crois que je répète beaucoup ça, je vais jamais y arriver, je vais jamais y arriver. Il est 16h30, et comme j'ai demandé à ce qu'on me retire l'ocytocine, on me dit, bon, ça progresse pas des masses, on va faire une prise de sang, et puis on va commencer à préparer les papiers pour demain, s'il y a besoin d'une C-section, parce que là, vous serez en jour 3 de déclenchement. Ça peut pas traîner encore plus que ça. Ça arrête. Donc ils font la prise de sang, ils m'amènent les papiers. Donc là on signe les papiers. Moi je suis tout à fait d'accord. En fait de toute façon, à un moment je vois plus d'issue. On choisit aussi un peu la chambre, on fait des vœux pour la chambre. Oui, j'aimerais bien une chambre toute seule avec une salle de bain, voilà. Et puis 18h30, les analyses de sang reviennent, j'ai de la fièvre et les analyses de sang sont pas bonnes. Donc là, il y a un gynéco qui arrive que j'avais jamais vu, mais super gentil, une dame. Et elle dit, bon alors, là les analyses de sang sont pas bonnes, donc on va pas faire de J4. Donc là déjà je regarde ma mère en disant, ah mais moi je pensais pas faire un J4 de déclenchement. Donc là on vous propose une césarienne. Je dis, ah mais oui mais moi là, d'accord. Ah mais là très bien, libération, on arrête. Moi je n'en peux plus, je suis T'as atteint ta limite physique toi. Et puis j'ai toujours mal moi. La gynéco dit, bon le bloc est pris par contre, donc on attend un peu. Moi, à ce moment-là, je dis, y a pas de problème. Mais ça allait arriver dans la soirée ou est-ce qu'ils t'ont dit ça pour demain? Oui. Le bloc est pris. Quand le bloc est libre, finalement, c'est à vous, madame, quoi. D'accord. Voilà, c'est ça. Ouais. Donc, je me dis, trop cool, c'est bientôt là. Et là, je dis, par contre, je veux bien un petit rajout de péri. Ah là, non, madame, ça va pas être possible parce que là, la prochaine anesthésie, c'est au bloc. Donc, entre cet instant-là et le moment où ils vont t'accepter en salle d'opération, tu ne peux pas avoir, là, j'ai plus rien. D'anesthésie, enfin, de péridurale. Ouais. Et là, on attend, j'ai trop mal. On part dans les couloirs on part dans les couloirs du bloc. Et là, je me revois, ils me ressortent un formulaire. Puisque je ne suis pas partie en césarienne pour le motif du formulaire précédent. Donc, il faut signer un nouveau formulaire. Et là, je me dis un peu, waouh, c'est lunaire, en fait. Là, je suis au bout du roule, là, faut arrêter. J'ai trop mal. Mais bon, je signe le formulaire. Je demande aussi à ce qu'on change de chambre parce que j'ai trop peur et je veux pas être toute seule la première nuit avec mon bébé. Donc, je fais un vœu pour qu'on ait une chambre où il y a mon mari qui peut rester. Et voilà. Et j'entre au bloc. Donc, il est quelle heure, là? Je saurais pas te dire. Mais c'est dans la soirée. Ouais, c'est dans la soirée parce que mon fils est né à minuit et quelques. Et on a parlé de la Césa à 18h30, 19h. Donc, tu vois. Fin de soirée, enfin. Je rentre peut-être au bloc à quoi? 20h30, 21h? C'est super dur à dire. Mais donc, je rentre au bloc. Et là, tu vois un peu aussi toutes les appréhensions que j'avais en tête sur le bloc, la Césa. Et en fait, là, elle s'envole. En tout cas, c'est pas aussi pire que ce que j'avais imaginé. On te décrit souvent les blocs comme étant super froids. Je trouve qu'il fait pas froid. J'avais même super chaud tellement j'avais mal. L'équipe parle pas un mot d'anglais, parle pas un mot de français, mais ils parlent en japonais, à voix feutrée. Je trouve ça hyper agréable. Ouais, t'étais bercée par leur voix. Cette petite mélodie, je les trouve pas du tout bruyants. Ils manipulent les instruments. J'entends aucun bruit métallique, aucun cliquetis. Ouais, c'était doux. On me transfère du lit, du brancard à la table d'opération. Il y a juste un moment où là, dans le reflet de la lampe, je vois mon pubis. Et là, je dis, à l'anesthésie, je dis, ça va pas être possible. J'ai vécu, donc je sais de quoi tu parles. Ouais. J'ai vu mon ventre ouvert, moi, je sais, on en parle. Là, je dis ça va pas être possible. Donc ça me fait peur. Donc il en parle, mais tu l'anticipes avant, finalement. Mais je pense que j'avais déjà dû entendre quelque chose de similaire. Ouais. Il me dit de toute façon, ils vont la prendre. Et c'est vrai, en effet, à ce moment-là, il la prennent. Voilà. L'anesthésiste, m'anesthésie. Mais alors là, je n'ai aucun souvenir de comment il m'anesthésie, avec quoi, comment. J'ai plus zéro. Je sais juste qu'il doit me passer un coton sur le ventre parce qu'après il me montre le coton, mais je lui dis j'ai rien senti. De toute façon, je savais même pas que Et là, j'en ai un souvenir hyper doux. Je sais que je suis dans un bloc. Ouais, j'ai les mains attachées. Mais tu vois, je vois mon mari arriver. Ton mari est avec toi à ce moment-là? Il faut rentrer mon mari. Il est habillé en tenue de bloc. Il a sa Charlotte. Il a un masque visière. Il est à côté. Il est à ma gauche. Il est au niveau de ma tête. Et là, l'anesthésiste pose ses mains sur ma tête qui est dans une Charlotte et commence à me caresser les cheveux, un peu les tempes. C'est doux? Ouais, c'est super doux. Et il me dit, ils vont y aller. On va commencer. Je crois qu'il me dit, ils ont commencé, tout va bien. Mais quelques minutes après, moi j'ai l'impression que c'est hyper court. Il me dit, il est minuit 7, votre bébé est né. Mais tu vois, j'ai trouvé ça hyper délicat. Ouais, c'est doux. Ouais, qui m'annonce en fait. Et là, je crois que ma première phrase à mon mari, c'est, il a des cheveux. C'est drôle. C'est même pas est-ce qu'il a pleuré ou est-ce qu'il pleure. Ouais. Tu le vois? Est-ce qu'il te montre ton bébé à ce moment-là? Pas tout de suite. Non. Mon mari me dit, je le vois, oui, je crois qu'il y a des cheveux. Là, on l'entend pleurer. Et puis là, quelques secondes, minutes après, on nous l'amène. On lui dit, bienvenue. Bienvenue. Ouais, tous les trois. Ouais, voilà, bienvenue. Et mon mari aussi lui fait un petit câlin de tête. Mon fils sort du bloc, mon mari aussi. Et là, moi, je reste pour mes soins. Je pense que ça a duré longtemps. Ça dure longtemps. Mais là, par contre, je crois que je suis un petit peu somnolente, si je suis honnête. Ok. Là, je m'en souviens plus trop. En fait, j'étais tellement contente de me dire, ça y est. ah ouais, là, sûr. enfin. Ouais, bien sûr.
Oui, parce que toi, il faut se rappeler que ça fait 3 jours Ah ouais. que tu es dans ce Dans cette attente. dans cette attente de la naissance de ton petit bébé. Après, je pars en chambre. À la sortie du bloc, il y a mon mari qui est assis là sur un côté. Donc, je sais que mon mari n'a pas été avec notre fils. Donc, mon fils était en nursery tout seul pour ses premiers soins, quoi. On monte en chambre. Je n'ai aucun souvenir du trajet qu'on fait. Parce que je le sais, parce que les jours d'après, quand on sortira de la chambre, je dis, mais on est arrivé par là. Et mon mari me dira, ah bah oui, t'es même arrivé par cet ascenseur, mais zéro souvenir, tu vois. Mais dans le coltard complet. Un peu dans le pâté. Voilà. Je me souviens juste que quand on arrive dans la chambre, il y a un monsieur d'une 50aine, 60aine d'années, dans une blouse blanche, hyper stricte, et qui me dit, votre bébé n'a pas de diabète. Et là, Ok. Bonne info. et là, je me dis, ok, moi, j'étais pas inquiète. Enfin, j'ai fait gaffe quand même à pas manger trop sucré pendant ma grossesse. J'ai pas pris beaucoup de poids. Tu vois, je me dis, bah, ok, pas de problème. Mais c'est marrant, tu vois, ils ont dû se dire, oh, c'est un gros bébé, quoi. Et donc là, il vous amène votre petit garçon, tous les deux. Vous êtes ensemble avec ton mari à ce moment-là. Quelques minutes après, tu peux pas dire, mais quelques instants après, il t'amène ton bébé. 3 heures après. 3 heures après. Ouais. Wow, ok. Mon fils est né à minuit et on a la première photo ensemble à 3h30. Ok. Donc, je dirais, ouais, 2 bonnes heures après. Est-ce que toi, l'attente doit être longue quand même, Ah non, non, ou tu te rends pas compte? Ok. Je crois que là, ils arrivent. J'entends toc, 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 Martin Sama. Et là, elle rentre et là, je dis à mon mari, oh, ils apportent le bébé. Et là, ouais, ben, je le vois. Ah ouais. Elle allume un peu les lumières, elle me le donne. Ah ouais. C'est irréel comme sensation. Quand tu sens à ce moment-là, est-ce que tu te dis ça y est, c'est le début? Est-ce qu'il est... Voilà, c'est j'ai envie de crier au monde entier qu'il est là. Ouais. Et d'ailleurs, j'appelle ma mère. Tout de suite. Ouais. Trop. J'avais pas prévu ça. On est en plein milieu de la nuit, donc c'est... fin de soirée en France. Ouais, voilà. Et j'appelle ma mère. Et ma mère me dit, bah, c'est qui ce petit bébé que t'as dans les bras? Elle a pas percuté, en fait. Ma mère n'était pas du tout ancrée dans le fait que mon fils... C'était son petit-fils. Et là, je pense que je coupe rapidement court parce que je crois que je me rends compte que je peux pas trop converser. Mais voilà, je dois lui dire rapidement, on est parti en césarienne, mais ça va bien, il va bien, moi je vais bien. Tout le monde va bien, on est là, le bébé est là. Ouais. Est-ce que toi, à ce moment-là, t'avais un désir d'allaitement ou est-ce que tu savais que tu voulais pas allaiter? Comment tu te positionnais par rapport à ça, toi? Je savais que je voulais allaiter, mais là aussi, j'avais une vision très romantisée, très édulcorée de l'allaitement. Tu vois, j'avais quand même des récits de maman allaitante où je savais que c'était pas facile. J'avais des copines qui m'avaient dit, ouais, au début c'est dur. Mais là aussi, moi, j'avais l'impression qu'on m'avait beaucoup martelé que c'était le mieux pour mon bébé, que c'était naturel. J'étais déterminée à ce que mon fils ait mon lait. Et en fait, je pense que c'est là où j'ai fait un peu une petite erreur d'interprétation. C'était que j'étais déterminée à ce que mon fils ait mon lait. Mais à la réflexion, avec le recul maintenant, je pense que j'aurais pu peut-être allaiter en faisant du tir-allaitement. Parce que je crois que d'allaiter avec mon sein, c'était pas quelque chose déjà avec lequel j'étais très à l'aise. D'accord. Et l'allaitement a été très compliqué pour moi. À mettre en place? Pas tant à mettre en place, mais ouais, l'allaitement a été tellement difficile pour moi que je pense que si on m'avait proposé ça peut-être dès le début, j'aurais peut-être allaité plus longtemps. Parce que à l'hôpital, ça s'est mis en place. On m'a bien aidée. Mais sur l'après, ouais, je pense qu'on dit pas à quel point ça peut être différent pour toutes les femmes, et même si c'est dur au début, il y a quand même des signes, faut faire attention, quoi. Et toi, tu penses que ces signes, tu t'es pas écouté, t'as pas écouté ton corps, t'as pas écouté ton bébé, parce que des fois, ça peut être des signes du bébé. En fait, j'ai eu plein de galères. D'accord. Alors, parle-nous des galères que tu as rencontrées pendant ton allaitement. Ouais, en fait, on est rentré à la maison, j'allaitais, mon fils avait repris du poids, mais quand même, quand on est arrivé à la maison, j'avais vraiment toujours super mal quand j'allaitais. Au bout des seins, au téton, là, j'avais trop mal. Je me disais, c'est pas possible d'avoir aussi mal. Et là aussi, tout le monde te dit, allez, faut tenir les 3 semaines, c'est dur. Et puis, moi, au bout de, 2 semaines, j'ai eu un premier engorgement à droite, et puis à gauche. Et puis, j'ai consulté une consultante en lactation à distance, recommandée par une copine. Et là aussi, le à distance, c'est pas fou parce qu'en fait, elle peut pas t'aider à te positionner. Elle peut pas regarder ta poitrine. Pas voir ton bébé comment il tète aussi. Exactement. Mais par contre, ce qu'elle a vu, c'est que j'avais une petite pastille rouge de la taille d'une pièce d'1 € sur le sein. Et là, elle me dit, ouah, ça, j'aime pas ça. Donc, je commence à faire et du tire-l'allaitement et de l'allaitement. Là, j'étais déjà rentrée dans un truc où, quand mon fils pleurait, et que notamment même mon mari me l'amenait, en me disant, je pense qu'il a faim, je me mettais à pleurer.
tellement j'avais mal. Là, je savais que j'allais mais tellement morfler. J'avais trop mal. Oui, de lui donner la tétée te faisait mal physiquement. C'était pas du tout un bonheur. Franchement, je serrais les dents. C'était horrible. J'étais même pas, tu vois, dans cet instant de grâce où tu nourris ton bébé, où t'entends cette petite déglutition, où tu lui câlines la tête. Mais pas du tout. C'était pas un bon moment pour toi. Mais pas du tout. Moi, je nourrissais mon fils, c'était le meilleur pour lui. C'est un bébé d'automne. Il lui faut du bon lait, du colostrum, bourré de ressources de défense immunitaire. Donc physiquement, t'as mal, les engorgements qui s'en suivent d'une mastite. D'accord. En plus de la mastite, j'ai des boutons qui apparaissent autour des tétons. Vous ne la voyez pas, ça fait beaucoup rire Emeline, puisque Emeline connaît déjà l'histoire. On en rigole après, finalement. Ouais, on en rigole après. Hein. Mais sur l'instant, toi, tu rigoles pas du tout à ce moment-là, bien sûr. Qu'est-ce que t'as comme sensation? Ça te gratte? Ouais. Ça te gratte? Ça me gratte. Ça me gratte. Le contact d'un textile me gêne. J'ai super mal. Et là, de nouveau, un call avec la consultante en lactation qui me dit « Voilà, ça, j'aime pas du tout. Là, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas normal. » Parallèlement à ça, je fais appel à un coupeur de feu. Ça ne marche pas. Nous sommes à 3 jours du moment où mon mari va reprendre le boulot. Ok, donc ton petit garçon, il a 15 jours, 3 semaines? Ouais, 3 semaines. Et là, de toute façon, je me dis, je ne peux plus porter mon fils, tellement j'ai mal à la poitrine, tellement j'ai mal avec ses engorgements, dont un qui s'est même transformé en mastite. J'ai trop mal. J'ai ses seins qui me brûlent, qui me piquent, qui me grattent. Voilà. Je vais donc à l'hôpital pour tout arrêter. Là, je suis découragée. Je suis découragée. De toute façon, là, c'est la fin. J'y arriverai pas. Là, faut que je me dise, faut que ça s'arrête. Ouais, faut que ça s'arrête. Et surtout, qui va prendre soin de mon fils, en fait? Moi, la journée, je suis toute seule, là. Bien sûr. Je vais à l'hôpital. Ils ont analysé mon lait. J'apprendrai après que que mon fils, a priori, m'a transmis un streptocoque. Je crois un streptocoque B, qui n'est pas du tout grave pour lui, mais qui, chez la mère, peut provoquer ça. Et donc là, on me prescrit un médicament. Et pour couronner cette grande aventure lactée, je fais un urticaire géant en réaction à cet antibiotique. Traitement. Donc là, je rentre chez moi, je prends le médicament et le lendemain matin ou dans la nuit, je me réveille et j'ai des boutons. Partout sur le corps, cette fois. Ouais, qui me grattent vraiment de la cheville au... Ça t'irrite, quoi. Horrible. Ça te démange. Ah ouais, j'ai envie d'être nue sous la douche froide. Et donc, à ce moment-là, rebelote, tu retournes à l'hôpital, comment ça se passe? Ou t'arrêtes le traitement? Est-ce que tu comprends que c'est lié au traitement? Là, je me dis quand même, je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il y a un truc, ou alors je me dis, ou alors c'est un choc un peu, je sais pas, une réaction du système immunitaire liée à l'accouchement. Mais j'appelle la clinique le lendemain matin, la clinique dermato. On a une clinique dermato à Meguro, et elle me dit pas de souci, vous venez là dès que vous êtes prêts, vous venez avec votre bébé. Et là, elle me dit en effet, là on arrête, je crois Non, elle me dit pas d'arrêter le traitement. Je crois qu'elle me donne déjà une pommade pour la poitrine, et puis elle me donne aussi une pommade un peu pour le corps. Et ça partira assez rapidement. Mais là vraiment, moi mon premier mois postpartum, ça a été super dur en fait. Donc à ce moment-là, tu enchaînes les galères, comme tu le dis, par rapport à ton allaitement. Ton petit garçon, tu le passes au biberon. J'imagine, ça se fait naturellement, ça se passe bien. Ouais, super bien. Il est au biberon, donc là t'es à la maison au biberon. Le postpartum, là, on est en plein dedans. Comment tu le vis? Est-ce que toi tu l'avais préparé? Est-ce que vous l'aviez préparé avec ton mari? Est-ce que vous avez prévu quelque chose? Quelqu'un pour vous aider? Des petites choses à la maison? Je sais pas, il y en a qui disent que j'ai préparé de la cuisine avant. Est-ce que vous aviez préparé ce postpartum, déjà d'une? Et de deux, comment tu l'as vécu? Comment vous l'avez vécu ensemble avec ton mari? Sur la partie préparation, moi j'avais bien conscience que ça allait être dur. Je disais souvent à mon mari, on va se prendre un bus dans la gueule. On n'est pas prêt, mais il arrive, on va se le prendre. C'est dans ma nature d'être dans l'analyse de risque et d'envisager les situations, les scénarios un peu négatifs. Ce qui n'est pas du tout la personnalité de mon mari. Donc ça déjà, c'était un peu un décalage qu'on avait tous les deux quand j'étais enceinte. Il me disait toujours, mais vois pas le verre à moitié vide, ça va bien se passer, y a aucune raison, arrête. Donc déjà ça, j'avais trouvé ça un peu dur d'être un peu en décalage et puis des fois de me sentir un peu, pas tellement écoutée. Sur la partie logistique, non, j'avais sollicité aucun service existant parce que moi je savais pas que ça existait. J'avais pas mis le nez dans toute cette paperasse en japonais qu'on m'avait donnée au cou au moment où j'ai déclaré ma grossesse. Est-ce que tu fais venir de la famille? Non, c'est pas une option. Mon fils est prévu fin octobre, donc c'est pas prévu. On était un peu, on savait que ça allait être dur, mais je crois qu'on était un peu, en fait, ça peut pas être si difficile que ça. Et puis les autres, ils sont passés. Il y en a d'autres avant nous qui sont passés. Peut-être vous avez sous-estimé. Ah mais clairement. Clairement. Ah non mais clairement. Avec le recul, qu'est-ce
que tu as trouvé le plus dur? Qu'est-ce que vous avez trouvé le plus dur dans ce postpartum? Ce que j'ai trouvé hyper dur, c'était de me retrouver seule au bout d'un mois. Ça, on l'avait joué stratégique en se disant, faut garder tous les jours de congé, tout ton congé paternité, parce que il a 10 jours de congé paternité avec son contrat. Déjà, il avait pas été là pendant le séjour à la maternité. Moi, j'ai trouvé ça déjà terrible. J'ai détesté mon séjour à la maternité pour ça. Ensuite, là, au bout d'un mois, tu te retrouves toute seule toute la journée avec ton bébé. Moi, je regardais les minutes défiler en attendant le soir qu'il rentre. Sachant que, mais moi j'ai développé une très grosse hypervigilance la nuit à entendre des pleurs de bébé suite au séjour de maternité où ma chambre était adjacente à la nurserie où j'entendais tout le temps des pleurs de bébé. J'ai développé des énormes angoisses à la tombée de la nuit. Donc quand je voyais cette nuit noire qui arrivait, ça me collait des angoisses. J'avais pas mesuré à quel point j'allais être limitée avec la césarienne, à quel point la recovery, allait être dure en fait. Je suis pas sortie galopée parce que moi je m'étais dit ça dans mon truc. De faire des petites balades. Mais je vais profiter des feuillages d'automne avec mon bébé. Mais dans quel monde je vivais? Mais j'étais mes perchés complets, tu vois. Mais qui pense ça? Non, j'étais à 1000 lieues, tu vois. Mais vraiment, 1000 lieues. Et mon mari aussi. Donc non, on a eu vraiment du mal. Les tâches ménagères, je dirais que ça allait, même si moi, j'avais besoin vraiment que ça soit propre. Tu vois, j'avais besoin que mon environnement il soit propre. J'avais pas envie que la maison soit en bordel. J'avais pas envie que ça sente mauvais. Tu vois, dès qu'il y avait une régurgitation, moi j'avais besoin que ça soit lavé et propre. Donc là aussi, je pense que ça rajoute une charge de fou. Tu te laisses aucun petit delta. Tu te laisses pas de mou. Le manque de sommeil commence, ça arrive. Même si là, je pense que j'étais blindée d'hormones, donc ça allait. Mais nous, on est des gros dormeurs. Et là, quand tu mets des gros dormeurs en manque de sommeil qui sont pas tout à fait raccords. En phase. Sur la façon dont on prend le truc. Mais nous, là, on s'est fait un baby clash. Pas tant, je dirais, les premiers mois. Les 0-3 mois, c'est bien passé. Ouais. C'est plutôt après, à retardement, on va dire, avant ça, à retardement. Ouais. La régression du sommeil des 4 mois, pour nous. Vous l'avez vraiment vu, enfin. On se l'est pris, mais en pleine tête. Et là, j'ai même pas de mots. On était de façon à fleur de peau. Tous les deux. On s'envoyait des pics dans la tronche nuit et jour. On dit souvent que ce qui est dit la nuit, faut essayer de l'oublier. Ouais, mais on n'oublie rien. Difficile. Ouais, nous, en tout cas, on n'a pas réussi. Ça a été super dur. Ça a été tellement dur jusqu'à l'été, en fait. On a eu vraiment des mois et des mois douloureux. Mais c'était dur pour le couple. Moi, je me sentais trop seule. Mes copines jeunes mamans, en fait, elles étaient loin dans Tokyo. Elles avaient leur bébé. C'était pas si facile d'arriver à se... retrouver. Moi, je me sentais super seule. Je trouvais ça dur d'être en charge toute seule toute la journée de la survie de cet enfant, de sa santé, sa sécurité, son alimentation, son éveil. C'était trop dur. À tel point, que c'était tellement dur que moi, je suis rentrée l'été chez mes parents, c'était prévu. Et quand même, il faut savoir que moi, quand je suis rentrée l'été, on a quand même évoqué la possibilité de se séparer. Où tu t'es dit c'est insurmontable, on traversera pas cette épreuve finalement? Je crois qu'en fait, on n'avait pas mesuré à quel point ça allait chacun nous transformer indépendamment et à quel point notre cellule familiale allait être bouleversée. Nous, on avait vécu 13 ans qu'à deux, en fait, à penser qu'à nous ou à notre couple. Mais là, en fait, tout le temps va sur cet enfant et toute l'attention va sur cet enfant. C'est trop dur. Mais c'est dur. Et qu'est-ce qui, avec le recul, te fait dire... Enfin, vous avez traversé cette épreuve. Parce que vous êtes encore ensemble aujourd'hui. Donc, l'issue est heureuse. Enfin, je veux dire, vous avez traversé ce moment difficile. Comment vous avez fait? Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est dit quand même, on a un enfant. On n'a pas fait tout ça pour ça. Donc, on s'est remonté les manches. On a quand même passé nos vacances d'été ensemble et surtout on a consulté une thérapeute de couple en Haute-Savoie. On évoque les options et puis on se dit non, c'est pas la solution. La solution c'est pas d'être une famille éclatée entre la France et le Japon parce qu'il y avait ça. Quand je parle de séparation, c'était pas forcément l'option du divorce. Oui, c'était une option, mais il y avait aussi l'option de toi tu restes au Japon, moi je suis en France et puis on se voit quelques fois dans l'année, c'était possible. Mais là on a consulté cette thérapeute, elle nous a aidé à mettre un peu des mots, à être aussi dans une forme de peut-être plus être dans la gratitude. Et aussi, elle nous a donné une image qui, moi, m'a beaucoup aidée. Elle nous a dit, dans un couple, il y a souvent une tempête de grêle et une tortue. Donc, je vous laisserai deviner qui est quoi. Moi, j'étais plus la tempête de grêle et mon mari la tortue. Elle disait, voilà, quand la tempête de grêle s'abat, la tortue n'a absolument aucune envie de sortir la tête, donc elle reste à l'intérieur, ce qui fait que la tempête de grêle redouble. Et ça m'a beaucoup aidé, cette métaphore, et je me suis dit, là, faut que j'essaye un peu de lâcher du lest. On a travaillé avec cette thérapeute, on a travaillé un peu sur nous, on a réfléchi un peu à ce qui nous avait amené à tout ça, en fait. Et puis, l'été s'est passé, on est rentré au Japon, et puis là, moi, je me suis dit,
Ouais, ok, mon fils a bientôt 1 an. Là, il faut que je demande de l'aide, en fait. Ouais, je peux pas être toute seule tout le temps à tout gérer, c'est trop pour moi. Donc là, on a fait rentrer dans notre vie une babysitter qu'on a engagée grâce à l'application Carefinder. Et voilà, moi, je m'échappais 3 heures, le temps d'une sieste, et puis le temps qu'elle lui donne à manger, je rentrais, mais ça me faisait du bien. Ça te faisait du bien à ce moment-là. Ouais. Et là, ça a aussi coïncidé quasiment début du club entrepreneur aussi. Ça coïncidait avec le moment où tu t'es dit je vais prendre soin de moi. Ouais. D'accord. Bah merci d'avoir partagé ce moment difficile finalement de votre vie. Je rebondis sur une des choses que tu disais précédemment, Julie. Tu disais que ton mari et toi, vous étiez des gros dormeurs. Ça a été dur, j'imagine, voilà, ce manque de sommeil. Est-ce que toi, tu t'étais renseignée par rapport au sommeil de l'enfant? Moi, je sais que, par exemple, tu vois, je m'étais absolument pas renseignée sur le sommeil d'un enfant, comment ça fonctionne, les nuits, les jours, les siestes. Et est-ce que, bah voilà, le sommeil de ton fils a été difficile à gérer, appréhender et à comprendre? Moi, j'avais zéro connaissance du sommeil de l'enfant pendant ma grossesse. Je m'étais préparée à bloc sur la partie, on va dire, logistique, qu'est-ce qu'il faut pour accueillir un enfant, je m'étais préparée pour la DEM, mais le sommeil, que dalle. Et ouais, on est des gros dormeurs, et là-dessus, on se l'est pris, mais en pleine poire. Le 0-3 mois, je l'ai vraiment abordé comme, on parle souvent du 4e trimestre de la grossesse, voilà. L'enfant a vachement besoin de connecter avec sa mère, c'est normal que les enfants dorment en portage, y a pas de problème. Donc là-dessus, le 0-3 mois, il y avait aucun problème, il dormait super bien. Il a toujours eu un bon sommeil, un sommeil de nouveau-né. Et je dis pas qu'il faisait ses nuits, mais bon sommeil. Ouais, des fois il dormait 4 heures, 5 heures, que ce soit en journée ou en nuit. Donc en fait, moi je le laissais dormir. J'ai jamais été partisane de réveiller pour nourrir, mais parce que il y avait pas de problème de poids. Médicalement, on nous a jamais demandé ça. Donc, il dormait ce qu'il dormait. Ouais, nous on était un peu, ça commençait à se faire sentir, bien sûr. Mais moi j'étais, je pense, blindée d'hormones. Donc ça allait. Quand je te parle de la régression de sommeil des 4 mois, chez nous, ça a été apocalyptique. Et il y a eu 2 facteurs. Il y a eu cette régression du sommeil et le fait que moi, j'étais toujours dans cette hypervigilance. Donc de toute façon, dès qu'il faisait un mouvement ou un bruit, je bondissais. Je crois même des fois que je l'attrapais. Des fois, je pense que ça se trouve même je le réveillais, en fait. Parce que j'avais l'impression qu'il était réveillé. Donc mais il ne l'était pas, finalement. Et oui. Parce qu'un enfant, un nouveau-né, un bébé, en fait, ça fait un bruit mais monstre la nuit. Et ça, mais j'avais pas mesuré. Donc là, le mois de février, ça a été dur. Ça a été super dur. Il flotte à Tokyo. C'était gris. Moi, c'était le mois de mon anniversaire. T'as envie d'être avec ta famille. Tu vois, il y avait plein de trucs. Plein de choses. Ah ouais, là, l'été me semblait encore super loin pour rencontrer tout le monde, pour retrouver tout le monde. Ma mère et ma sœur étaient venues à Noël, mais ça faisait déjà 2 mois qu'elles étaient parties. Ah, j'ai trouvé ça super dur. Difficile, ce moment. Ah ouais. Et puis là, trop dans le dur sur le sommeil. On comprenait pas. On dormait pas bien. On s'envoyait de ces pics la nuit, c'était violent. Franchement, on se réveillait le matin, mais il y avait personne qui était reposé. Il y avait pas de douceur dans la maison, tu vois, en fait. Et vraiment... Là, tu t'es dit, il faut faire quelque chose? Je me suis dit, il faut faire quelque chose. Donc, on a contacté une première consultante qui nous avait dit, ah, mais là, le problème, c'est la tétine. D'accord. Donc, faut enlever la tétine. Nous, on avait enlevé la tétine. Première nuit, ok. Bon, ça passe. Deuxième nuit, mais horrible. Il se réveillait tout le temps. Donc là, on s'est mis à le bercer dès qu'il se réveillait. Mais là, on a mis le doigt dans un truc. Dans un engrenage. Mais horrible. Sans fin. Donc dès qu'il se réveillait, on le berçait. Mais là, il y avait un moment, il se réveillait même toutes les heures. Et sieste aussi. Au bout de 45 minutes qu'il se réveillait. Donc on retournait, on le berçait. Ou alors, il fallait qu'on le garde. Il fallait qu'il reste dans la position dans laquelle il s'était endormi tout février, tout mars. Je passais des heures dans sa chambre à le porter, en fait. Donc, moi, je passais littéralement des heures, parce que moi, j'ai quand même toujours eu un enfant qui était bon dormeur, donc il dormait 2h30 le matin, 2h30 l'après-midi, et puis à nouveau quasiment 1 heure le soir. Je passais des heures, tu vois, si on fait un total, c'est 6 heures dans le noir. Et j'étais pas sur mon téléphone, hein. Oui, là, tu l'avais dans les bras pour qu'il dorme. J'attendais, j'étais sur le sol, et je le portais. Voilà. Et si tu le posais, il se réveillait. Et si je le posais, de toute façon, il se réveillait. Donc ça, c'est ta première expérience avec une conseillère en sommeil. Voilà. La tétine, faut arrêter la tétine. Ah la tétine, c'était pas la bonne solution. C'était pas ça. Non. Pendant toute cette période, là aussi, moi, ça me rend dingue, en fait. Donc là, les réseaux sociaux, à la fois sont super et à la fois sont pas super du tout, parce que tu vois plein d'infos et tu te dis, mais je fais tout ce qu'on dit, en fait. Je fais la routine, je fais l'exposition au soleil, je fais les balades en extérieur, je fais l'éveil sensoriel. Ça ne marche pas. Il y a rien qui marche. Mon enfant ne ne dort pas, finalement. Ouais. Voilà. Enfin, il dort. Il dort, mais pas comme je veux. Seul. Voilà. Et donc, je vois un compte Instagram. Et je sais pas, la nana, ça me parle, son approche, voilà, donc je la contacte.
on se met en lien. Et surtout, parallèlement, moi, je dis à mon mari, moi, ça me rend ouf, là, cette période. Toi, t'as tes allergies, parce que lui, il est au plus mal avec ses allergies. Je lui dis, toi, tu passes ta nuit à te moucher. Je pense que tu réveilles notre fils. Notre fils ne fait fait du bruit tout le temps. Moi, je ne dors pas. Vous faites un bruit monstre. En alternance tous les deux. C'est horrible, moi, je vais péter un boulard. J'appelle cette consultante en sommeil, avec mon mari d'ailleurs, et je lui dis, là, on a besoin d'aide, et je veux profiter de ça pour quitter la chambre de notre fils. Puisque dans notre logement actuel, on est dans une chambre tous les trois, et on a bien compris que la pièce dans laquelle on pensait le mettre, qui est une espèce de pièce avec une porte coulissante sur le living room, ça va pas le faire en fait. Il faut mieux qu'il reste dans la partie chambre, bien isolée, et nous, on va décaler notre lit. Donc elle dit, c'est super, on va faire ça. Elle nous pose des questions sur son sommeil, ses habitudes de sommeil et tout. Et là, elle nous dit, alors là, la tétine, on va se calmer. S'il dormait très bien avec sa tétine jusqu'à maintenant, la nuit, en fait... il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, en fait. Elle nous dit juste, vous n'entrez pas dans cette relation avec la tétine. Il l'a dans son lit, s'il la veut, il ira la chercher. Mais vous ne revenez pas remettre la tétine. Le soir, qu'est-ce qu'on fait? On essaye. Il s'est endormi. Nickel, en fait. On se dit, déjà, ça va solutionner un peu une partie, on va un peu moins le porter. Et donc, cette femme nous a établi un plan de sommeil avec des heures, puisque sa technique, c'est de dire que les enfants ont des horaires privilégiés pour dormir. On a quitté la chambre, on a suivi son truc. C'était la première fois que notre fils faisait une nuit complète. Et donc ça a marché pour vous? Ça a marché nickel. Cette approche du sommeil. Ça a marché, on a suivi son protocole, et là, il se faisait des super siestes, sans se réveiller, des bonnes nuits. Et là, c'était la lumière au bout du tunnel. Et moi, surtout, elle m'a apporté un vrai accompagnement humain. Parce que, en plus, la semaine où j'ai mis ça en place, mon mari était en déplacement. Et là aussi, j'avais tellement peur de gérer ça toute seule. Et en fait, dans son accompagnement, à l'époque, elle disait, je faisais des vocaux WhatsApp, elle me répondait, et je me sentais tellement soutenue, tu vois. Et jusqu'à maintenant, en fait, j'avais pas trop eu ça, en fait. Aussi dans ma langue, et c'était vraiment super. Oui, là, vous avez senti mieux à ce moment-là. Lui sent mieux, il dort, vous dormez. Pour autant, on se sentait mieux, mais pour autant, notre couple, quand même, battait toujours de l'aile. Voilà, puisque le moment que tu expliques avec la thérapeute de couple vient après ce moment dans la chronologie de ton postpartum. Exactement. Et bien, merci d'avoir partagé ton expérience sur ton sommeil, sur votre sommeil et sur le sommeil de ton bébé. On le rappelle, tu habites à Tokyo, et je sais, te connaissant, que tu aimes t'immerger dans ce qui se passe, tu aimes bien vivre, tu aimes échanger avec les locaux. Est-ce que vous, il y a des habitudes, des pratiques, des traditions japonaises que vous faites pour ton petit garçon? Moi, je suis absolument émerveillée de cette célébration des saisons et du temps qui passe ici au Japon. C'est quelque chose qui m'avait énormément marqué pendant le séjour de reconnaissance, mais pour le vivre avec un enfant, je trouve que c'est trop beau à observer. On n'est pas, comme on est une famille vraiment franco-française, je pense qu'on célèbre pas vraiment de fête. Alors oui, on marque les temps forts pour cette Sobun. Oui, j'ai acheté des mamés secs. Il avait son petit masque. Tu le lances. Voilà. Oui, pour Kodomo no Hi, on a acheté un petit gâteau en forme de carte. On célèbre des petits temps comme ça, mais c'est aussi beaucoup dans les gestes du quotidien. Notre fils, il dit pas merci, parce que pour l'instant, le langage, c'est un peu timide, mais il s'incline. Donc c'est plutôt des choses comme ça. Il fait attention aux petites pratiques, aux petits gestes du quotidien. Mais ça jalonne quand même, votre quotidien, votre vie. J'adore, je dirais, le plus japonais dans ce qu'il y a chez nous, c'est que par exemple l'été il est en jinbei. Ça, cet habit, ce petit habit en coton japonais. Léger, c'est magnifique. Les motifs sont beaux, les couleurs sont belles. C'est léger en plus. C'est super léger. Ça c'est trop beau. Ça c'est le plus japonais. Au final, c'est ma question préférée dans le podcast. Mais c'est peut-être la question où je suis là moins bonne élève. C'est drôle. Non, mais merci parce que je pense que quand même ce que tu mentionnes, participe à votre vie quotidienne. Merci en tout cas, Julie, d'avoir partagé tout ça aujourd'hui. Je pense qu'on vient un petit peu à la fin de cet échange. Mais on veut quand même savoir qu'est-ce que t'as appris toi sur cette maternité, cette expérience, qu'est-ce que ça t'a appris de toi-même, qu'est-ce que t'as appris peut-être sur ton couple aussi, je sais pas. Moi qui suis quelqu'un dans le contrôle, je crois quand même que ça m'a appris qu'il fallait se laisser porter. Pendant toute ma grossesse, j'ai préparé tout ce que je pouvais préparer. J'ai pris vraiment le truc comme un projet, rétro-planning, gestion de projet.
Mais au fond de moi, j'avais toujours ce côté, ça va arriver en fait. Enfin, je peux rien y faire, ça va arriver, faut le laisser arriver. Donc il y avait ce côté un peu de lâcher prise, ça m'a fait du bien. Et aussi de me dire que j'ai été capable, parce que franchement, il y a eu des moments là, mon fils a 2 ans et demi, ouais, il y a des moments où franchement c'est dur. C'est dur d'avoir aucun relais, c'est dur de compter que l'un sur l'autre. Franchement, la famille nous manque, tu vois. Quand mon fils il est malade, c'est sur moi que ça tombe, parce que moi je travaille pas. Donc tu vois, faut mettre tout sur pause, un peu ce côté, cette abnégation de moi-même et ce don de moi. Ouais, ça m'a vraiment montré que j'en étais capable. Et après, sur notre couple, on n'était pas assez préparés, tu vois. Ça, par contre, ça c'est évident, mais ça, on le dit. S'il y a un deuxième enfant, là, faut qu'on... J'allais dire, si je ne sais pas si c'est un projet que vous avez avec ton mari, mais ça serait peut-être quelque chose que tu ferais différemment. Peut-être cette préparation, en tout cas. Oui, on ferait ça différemment, et oui, c'est un projet. Là aussi, je pense que mon mari, il est plus déterminé sur ça. Moi, je pense qu'avec tout ce que j'ai vécu, je suis un peu plus frileuse. Ouais. Je suis un peu plus frileuse parce que je redoute l'isolement, je redoute la solitude, je redoute cet état, je veux dire même quasi dépressif, tu vois, cette tristesse en fait de se sentir si seule. Je redoute la douleur. Et puis, tu l'as dit tout à l'heure, mais moi, ma vie va se poursuivre, voilà, dans un nouveau pays. Donc moi, jusqu'à maintenant, je m'étais dit, mais j'aurais aimé 2 enfants au Japon. Maintenant, je sais où j'ai accouché. Je vais y retourner au même endroit. Mais là, j'ai eu une césarienne. Comme au Japon, quand t'as une césarienne, souvent t'as une deuxième césarienne. Mais je sais comment ça se passe. Là, je tomberai pas dans les mêmes écueils. Mais maintenant, les ressources du coup, je les ai bien identifiées, tu vois. J'étais prête, moi, pour une deuxième grossesse au Japon. Alors que là, tu vas te relancer, certainement dans une nouvelle maternité, dans un nouveau pays. Ouais. Et tout ce que tu pensais acquis et connu, finalement, va changer. J'arrive quand même à être forte de mon expérience et de me dire, ok, là, tu peux anticiper finalement, oui, certains points. Ouais, là, va falloir me dire, tu n'as pas demandé de l'aide pendant ton premier postpartum, ne fais pas cette erreur la deuxième fois. Demande de l'aide, ose demander de l'aide. Peut-être pour terminer, est-ce qu'il y a un petit conseil que tu donnerais à des parents expatriés? Toi, tu l'as déjà fait une fois, tu vas recommencer finalement cette expatriation. Un petit conseil à donner? J'en ai plein, mais vraiment, ouais, mon conseil, c'est, même si c'est pas dans votre nature, demandez de l'aide. Et acceptez toute l'aide qu'on peut vous offrir. Si vous avez une copine... Petite ou grande, l'aide. Ouais. Bien sûr. Si vous avez un copain, une copine qui vous dit « Ah, mais moi, si tu veux, je te fais une balade en poussette le temps que tu prends ta douche. » Dites oui. Oui, ça sera peut-être un peu dur de laisser partir votre bébé, et oui, vous aurez peut-être peur que le bébé se mette à pleurer parce qu'il a faim, mais au pire, demandez juste à la personne qu'elle fasse le tour du bloc en boucle, et pour avoir une réponse immédiate. Mais des fois, juste... de se reconnecter un petit peu à soi-même et de souffler, ça change tout en fait. Et surtout, entourez-vous. Ça, c'est assez unanime dans tous les épisodes que j'ai entendus, mais on est très seul. Je pense qu'on est très seul quand on a un enfant. C'est très isolant parce qu'on se replie beaucoup sur cet enfant à la fois, et on l'admire et on le chérit, et à la fois ça prend beaucoup de temps. Le moindre déplacement peut être c'est une mission. En fait, il y a tout ce bazar des fois au début, il y a toute cette appréhension des fois sur les transports, mais en fait entourez-vous. Quelqu'un propose de venir boire un thé, mais dites oui. Et c'est pas grave si votre appartement est en bazar, et c'est pas grave si vous ressemblez à rien. En fait, les gens ils viennent pas là pour ça. Eh bien, merci Julie. Je voudrais juste te laisser la parole et te demander, est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire à tes auditeurs pour clôturer cette saison 1 du podcast Nouvelle Ère, Nouvelle Mère? Eh ben, tout simplement un grand merci. Un grand merci à toutes celles qui m'ont fait confiance pour me partager leur histoire. Un grand merci de m'avoir partagé ces histoires de famille, de m'avoir fait rentrer dans votre intimité familiale. J'ai été le recueil de plein de confidences, donc vraiment j'en ai été hyper honorée et touchée. Je sais que certains épisodes marquent certaines, voilà, donc je suis vraiment heureuse de voir qu'il y a une utilité, parce que je l'ai vraiment fait pour vous, peut-être un peu pour moi, mais beaucoup pour vous. Donc ça, j'en suis honorée. J'espère vraiment que ces témoignages continueront de vous rassurer, de vous donner des clés, de vous inspirer. Merci à toutes celles avec qui j'échange au quotidien, que ce soit mes copines à Tokyo ou toutes ces mamans expatriées avec lesquelles maintenant j'échange à l'étranger. Ouais, un grand merci d'être là, et puis je nous souhaite plein de belles choses pour la saison 2. J'allais dire, il y aura-t-il une saison 2? Ouais, il y aura une saison 2. Super. Une saison 2 avec
avec des beaux témoignages plus internationaux que là où cette première saison très centrée sur Tokyo. Et puis peut-être un format avec peut-être, je sais pas, des épisodes solo où je vous partage moi ma vie sur à nouveau cette nouvelle expatriation avec un enfant plus grand dans un nouveau pays et puis peut-être une nouvelle grossesse à partager. C'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Julie. Merci. De nouveau, merci Julie d'avoir accepté de te livrer à ton tour. Merci pour ta sincérité et pour tout ce que tu as partagé avec nous aujourd'hui. Ton histoire, ta maternité à l'étranger, la naissance de ce podcast et ce nouveau chapitre qui t'attend bientôt dans un autre pays. Avec Nouvelle Ère, Nouvelle Mère, tu as créé un espace précieux pour donner la parole à des mamans au parcours différents, mais qui partagent avec toute cette expérience si particulière de construire une vie de famille loin de leur pays d'origine. Alors de la part de toutes celles que tu as reçues, merci pour cette première saison pleine d'émotions, de partage, de confidences et de résonance. On te souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de belles découvertes en famille pour la suite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Nouvelle Ère, Nouvelle Mère. En attendant la prochaine saison, je vous donne rendez-vous sur Instagram, @nouvellemère.lepodcast, où je continue de partager tout l'été les ressources, les conseils et les coulisses du podcast. Le podcast prend maintenant une pause estivale. On se retrouve en septembre pour une deuxième saison avec de nouveaux témoignages et de nouvelles destinations. Merci infiniment d'avoir été au rendez-vous tout au long de cette première saison. Vos écoutes, vos messages, vos partages et votre confiance ont donné vie à ce podcast et me motivent chaque jour. Alors vraiment un grand merci et merci de m'avoir écouté de l'autre côté du micro cette fois. À très bientôt, prenez soin de vous, très belles vacances.